très sympa la chaussette. Signature. C'est la signature de la toile. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Complet. 3, 2, 1. J'ai l'immense plaisir de recevoir Magali Berda. Magali, vous êtes dans le monde de l'influence depuis une dizaine d'années. Vous avez créé la première agence d'influence en France, Shona Events, et puis vous avez grimpé les échelons assez rapidement. Les plus gros influenceurs ont fait appel à vous, le gouvernement aussi s'est offert vos services. Vous avez mis un pied dans le monde politique en donnant la parole à des candidats aux élections présidentielles, et puis un jour, Booba, le rappeur que vous ne connaissiez pas à l'époque, vous n'en aviez jamais entendu parler, dénonce des mauvaises pratiques et attaque ceux qu'il appelle les influ-voleurs, dont certains étaient vos piou-piou. Et donc il s'en prend à vous, et il se met à vous insulter sur les réseaux sociaux, ça dégénère, vous l'attaquez lui et d'autres pour cyberharcèlement. Ce procès est aujourd'hui le plus gros procès sur le cyberharcèlement en Europe. Une vingtaine d'internautes ont d'ailleurs été reconnus coupables, ils ont fait des peines d'emprisonnement, ont dû payer des amendes. Bref, Magali, aujourd'hui vous allez nous raconter tout ça et surtout vous allez nous raconter où vous en êtes. Magali, bonjour. Bonjour. Déjà, un grand merci parce que je t'ai contacté. Ouais. Tu m'as dit oui, bam, bam, sous 3 jours, hyper réactive. Et de toute façon, dans ce que je vois dans les médias, t'es plutôt comme ça, quelqu'un de réactif, sans filtre, go, on y va. Et c'est très appréciable. Merci beaucoup. Première question que je ne pose jamais, donc t'es la première à qui je pose ça parce que je le fais pas d'habitude, mais là, ça m'intéresse d'avoir ton avis à toi. Comment tu te décrirais? Comment tu décrirais ton parcours et qui tu es et où tu en es par rapport à ton démarrage? Comment je décrirais mon parcours? Assez atypique, assez exceptionnel, très extrême, toujours soit dans très 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 haut ou alors très 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 bas. Parce que c'est un peu ta perso? Je pense que à un moment donné, il faut que je m'analyse, il faut que j'arrive à tirer les leçons de tout ça. Ouais, je pense que j'ai un côté, je sais pas, qui attire l'extrême, bien ou mal. Et donc forcément, c'est que ça vient de moi, à l'intérieur de moi-même. Et ma vie a toujours été comme ça. Donc, en montagne russe. Exactement. C'est pas fatigant? C'est pas fatigant, c'est épuisant même, c'est très fatigant. Mais en soi, je pense que j'ai appris avec le temps à l'accepter parce que je pense que je ne peux pas vivre autrement. Donc, je suis responsable de ce qui se passe dans ma vie et je pense que Tu nourris ça quelque part? Ouais. Inconsciemment, quoi. Inconsciemment, je le nourris, ouais. Tu dirais qu'aujourd'hui, ton métier, c'est quoi? Un jour, on m'a posé cette question, j'ai répondu que mon métier, c'était être une travailleuse. Voilà. Ok. J'aime travailler dans plein de domaines différents, j'aime faire des choses, j'aime bouger, j'aime entreprendre, j'aime tester des nouvelles choses, en fait, je ne sais pas m'arrêter de travailler. Et dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, je n'arrêtais pas. Donc, t'as pas qu'un métier? Non, j'ai pas qu'un métier. Même dans tout ça, dans ce milieu un peu médiatique, j'ai fondé cette agence, j'ai organisé cette agence, et puis à la fois je suis devenue aussi influenceuse. Puis après, j'ai fait de la télé et pas mal de choses. Donc, j'ai plusieurs métiers et ça me plaît. Et tu préfères être dans l'ombre ou dans la lumière? Les deux. Non, mais si tu dois choisir. Parce que tu as commencé dans l'ombre. J'ai commencé dans l'ombre. Je peux pas. Moi, j'aime pas trop les gens qui sont dans les non-dits, qui aiment bien être dans le politiquement correct, etc. J'aime pas l'hypocrisie et j'aime assumer qui je suis et ce que je fais. Et je peux pas nier d'aimer être dans la lumière. Parce que je pense que quand on est dans la lumière, c'est qu'on le veut. Donc, dire qu'on n'aime pas la lumière, alors oui, bien sûr, ça m'a coûté beaucoup, mais j'aime ça et j'aime la lumière, ouais. Et donc, tu as fondé une agence d'influence. J'ai dit que c'était la première. Est-ce que c'était la première? D'influenceurs de ce style, oui. Sur Instagram, oui. Il y avait déjà des agences de youtubeurs. Mais pour moi, les youtubeurs et les instagrammeurs, c'est deux métiers différents. Oui. Donc, si on parle effectivement des instagrammeurs, snapchatters, etc., je pense que j'étais la première, oui. À vraiment, organiser tout ça. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de tarif, il n'y avait pas de grille on ne savait même pas combien les vendre. Il n'y avait pas d'agent. Il n'y avait rien, quoi. C'était le néant total. C'était hyper excitant. Et quand tu dis ce type d'influenceur, c'est quoi ce type d'influenceur? Alors, c'est pas forcément les influenceurs de télé-réalité, c'était vraiment des gens qui assumaient faire de la pub sur les réseaux sociaux, prendre la parole en disant voilà, aujourd'hui je vais vous faire une pub et je vais vous présenter un produit et ça coûte tant et si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter via mon lien. C'est un peu du téléachat 2.0, mais c'est hyper assumé. Et au début, quand j'ai commencé, c'est vrai que les candidats télé-réalité, c'était les premiers à y aller, vraiment en frontal, parce qu'ils avaient honte de rien. Parce qu'ils étaient... ils avaient honte de rien et ils y sont allés. Et c'est ce qui a fait cette réussite. Et
À contrario, On est en 2016. on est en 2016, ouais, début 2016, j'ai des acteurs avec qui je parlais, etc., qui me disaient bah, moi, je suis OK, je veux le faire parce que je veux gagner de l'argent, mais par contre, moi, je veux pas dire que c'est une pub. Alors, j'ai dit, mais tu sais, moi, mon métier, c'est pas un mannequin. Enfin, c'est pas prendre quelqu'un et faire une photo où tu mets un petit produit caché comme ça et on voit, et on laisse deviner. Moi, mon métier. Qui pourrait être aussi aujourd'hui une façon de placer un produit. Bien sûr. Mais, alors ça, c'est du placement de produit. Oui. Mais moi, je faisais vraiment de l'influence. C'est-à-dire, moi, c'était vraiment la prise de parole de l'influenceur sur un produit assumé et frontal, quoi. Et ça, c'était vraiment pas développé parce que les gens médiatiques en France avaient un vrai problème avec ça, avaient un vrai problème avec l'argent, n'assumaient absolument pas et voulaient encaisser, mais sans trop dire que j'encaisse, tu vois, pour passer l'image, etc. Et moi, j'étais tout l'inverse. Mais moi, non, en fait, moi, je veux y aller en frontal. C'est hyper sympa. Les marques étaient super contentes. On a fait des cartons et ça a créé tout ça, quoi. Et t'as senti, alors ça arrivait un peu par sérendipité, mais t'as senti ce filon de la télé-réalité, des influenceurs de télé-réalité? Tu l'as senti dès le début ou c'est arrivé par hasard Alors, c'est arrivé totalement par hasard. Oui. J'étais absolument pas là-dedans. J'avais pas d'Internet, moi. Enfin, j'avais pas Internet. J'avais Internet, mais j'avais pas Facebook, j'avais pas Insta, j'avais pas de réseaux sociaux. J'étais dans les assurances. Je veux dire, j'étais vraiment pas là-dedans. La télé-réalité, je regardais pas, ça m'intéressait pas du tout. Et en fait, j'ai rencontré dans mon cabinet d'assurance Jazz, qui était candidate, elle venait de faire les anges. Et en fait, je me suis aperçue qu'ils n'étaient pas encadrés, ils n'étaient pas conseillés, ils n'étaient pas entourés. Pourquoi je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'elle est venue te voir, toi? C'est pas Parce une qu'elle est collaboratrice, niçoise. mais... Alors, en fait, elle est de Nice. Ouais. Elle était amie avec une fille qui bossait pour moi à l'époque. Ouais. Et cette fille l'a ramenée au bureau. Mais pourquoi? Comme ça. Elle est restée ensemble, c'était deux copines. D'accord, ok. Et elle l'a ramenée et en fait, on a sympathisé. Et en sympathisant, elle a commencé à me raconter sa vie, je lui ai raconté la mienne. Et puis là, d'une discussion, tu sais, là, je vais négocier un truc, on m'a proposé une nuit d'hôtel là-bas, on m'a proposé ça. Je me dis, pourquoi pas de l'argent? Enfin, et parce que, je sais pas, c'est comme ça. Et puis de là, je l'ai conseillé, je l'ai encadré. Là, au début, tu l'as accompagné gratuitement, tu lui as dit... Ouais, au début, je l'ai accompagné, une fois, je l'ai accompagné gratuitement. Après, quand j'ai compris qu'il y avait un business, après, j'ai compris tout de suite. Et je lui ai dit, OK, là, il faut créer un truc, enfin, faut encadrer tout ça, quoi. Déjà, tu vas créer une société, faut que tu crées une boîte, on va négocier, on va encaisser. Enfin, les marques gagnent de l'argent. Il n'y a pas de raison que tu n'en gagnes pas. Enfin, c'est logique. Donc voilà. Et puis, petit à petit, je les ai rencontrés un par un. C'est elle qui t'en a amené d'autres? En vrai, tout le monde m'a amené tout le monde. C'est-à-dire, ça allait très vite. Je crois qu'en 3 mois, j'ai récupéré quasiment tous les candidats de télé-réalité. Ah oui. Pas tous, mais la majeure partie. Et parce qu'ils ont compris, avant, ils faisaient de l'argent avec les bookings en boîte de nuit. Donc, ils allaient dans les boîtes, ils restaient 2 heures en prestation, ils faisaient coucou à tout le monde, et des photos, des trucs comme ça, ils étaient payés, et puis voilà. Et ils prenaient combien pour ça? Ça dépend, ça variait. Il y en a qui prenaient 200 €, il y en a qui prenaient 1 500 €. Donc, mais c'était pas mon créneau, puis je trouvais que encore les garçons, voilà, mais je sais pas, moi je trouve qu'une fille aller toutes les semaines en boîte de nuit comme ça et tout, c'est pas sain. Et du coup, je pense que je leur ai apporté autre chose, une autre manière de travailler, de faire fructifier cette notoriété, de faire fructifier ce qu'ils ont apporté à la télé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils ont apporté quelque chose à la télé. Et voilà. Et tu t'es mis à regarder du coup la télé-réalité ou même pas, ou t'as jamais regardé? Alors franchement, non. Jamais regardé. Je pense que j'ai vraiment pas besoin parce que je les avais en direct dans le sens où j'étais au courant moi de leurs histoires avant même de les voir à la télé, puisque quand ils tournent en tournage, c'est diffusé quelques mois après. Le dimanche, ils ont le téléphone, donc là c'était le jour des appels et il s'est passé ça, et elle m'a fait ça, il m'a fait ça. T'es même pas une fan de télé-réalité, quoi. Ah non, pas du tout, c'est absolument pas. Mais ça me gêne pas, moi, la télé-réalité. Je trouve que c'est un effet de société, et encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute manière, en France, on aime ne pas aimer. Oui, complètement. Voilà. Donc, et t'avais même pas regardé le Loft? Très vite. Mais Ouais, c'était pas ma passion, quoi. Je veux dire, c'était pas... Non. Et donc, au bout d'un moment, t'en as eu énormément. Tu t'es pas dit, je vais agrandir mon cercle et pas prendre que de la télé-réalité? Bien sûr, très vite. Très vite, je me suis dit, il faut aller sur l'anti-télé-réalité pour pas qu'on me catalogue en télé-réalité. Ouais. Et donc, j'ai commencé à démarcher d'autres personnalités et ça a été très dur. Quel genre? Acteurs, présentateurs, animateurs, chroniqueurs. Et ça a été très dur parce que je me suis retrouvée face à des gens, effectivement, qui à l'époque ne voulaient pas. Maintenant, tout le monde le fait. Hein. Maintenant, c'est hyper assumé. Donc, on a fait évoluer les choses, c'est cool. Mais à ce moment-là,
c'était, OK, moi, je le fais, mais je veux pas mettre le code promo. Je veux pas mettre hashtag publicité, parce que nous, on avait dès le début mis les hashtags publicité sur les stories. Je veux pas mettre ça, parce qu'il faut pas que ça se sache. Et je dis, mais je peux pas... en fait, Cacher, c'est pas possible. C'est pas mon travail, moi. Moi, mon travail, c'est vraiment d'y aller en frontal. Donc, si tu veux gagner des sous... Mais attends, quand même, moi, je trouve que depuis qu'il y a collaboration commerciale, on se dit, oui, bon, d'accord. Maintenant, c'est pas... Enfin, c'est... On a moins envie, tu vois. Ouais. C'est moins de la recommandation. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est la loi, c'est comme ça. Alors oui, ça fait moins naturel. Oui, c'est ça. Les gens, dès qu'ils voient maintenant publicité, hop, ils swipe. Ouais. Mais c'est comme ça. On est en France, dans un pays qui est extrêmement réglementé, où il faut toujours tout réguler. Oui, mais à ton époque, toi, c'était pas réglementé. Tu pouvais. Non, mais je l'avais fait. Mettais Alors, c'est bizarre, parce qu'au début, j'avais eu... En fait... Ce métier, je l'ai découvert, je l'ai fait, je l'ai appris en même temps. Avancé avec, ouais. Voilà. Et je me suis dit, c'est magnifique. C'est-à-dire que j'ai eu une opportunité. Je pense que j'ai su la saisir aussi. Oui. Mais c'était pour moi c'était incroyable. Je sortais des assurances. On avait fait faillite dans les assurances. C'était un enfer. J'avais plus d'argent. J'étais à la rue. On n'avait plus de quoi manger. Enfin, c'était vraiment très, très, très dur. Et quand j'ai commencé à encaisser, j'ai dit waouh, je reprends 100 €, quoi. Quand je prenais 100 € de commission, j'ai dit waouh, j'ai 100 €, puis demain, j'ai encore 100 €, encore là 150 €. Et en fait, je me suis dit, c'est trop beau. En fait, ce qui m'arrive, c'est miraculeux, c'est un miracle. Donc, pourquoi moi, à Nice, là, jeter à Journée-Pain, alors que personne ne me connaît, je suis pas de ce milieu, je connais personne, à part même ma cousine Capucine, à ce moment-là, on se voyait pas beaucoup. Je dis, pourquoi moi, quoi? Et j'ai toujours eu ça dans ma vie, moi. Quelque chose qui m'arrive, qui est spectaculaire. Et donc... C'est quoi, c'est la chance? Je sais pas. Non, c'est plus profond. Mais après, c'est spirituel. Et... C'est un ange? C'est... Si je rentre là-dedans, ça va loin. Mais c'est dans ma religion, on dit tout le temps que t'as on appelle ça des tzadiks, c'est des saints. Les tzadiks, c'est des saints. Et en fait, quand tu es... Quand tu es saint, tu fais jamais quelque chose pour attendre en retour. Parce que justement, tu es saint. Tu ne le fais pas pour attendre quelque chose. Et chez nous, quand tu as un tzaddik dans la famille, eh bien, le bon Dieu, au lieu de le récompenser lui, pour pas enfreindre cette sainteté, tu vois, eh bien, il va récompenser un descendant, tu vois. Il va apporter quelque chose de spécial à un descendant. Donc, en fait, si tu veux, j'avais été voir, moi, un jour, un grand rabbin, parce qu'il m'arrivait que des trucs chelous. Et je lui ai dit, pourquoi moi? Pourquoi moi ça? Pourquoi moi ça? Pourquoi moi ça? Et là, il m'a expliqué, parce que... Et donc, j'ai un ancêtre à moi, donc le grand-père de mon grand-père, qui est un grand tzaddik dans la religion juive, très, très grand saint. Et il m'a dit, tu as récupéré toute sa puissance, tu l'as récupérée. Mais elle n'est pas là grâce à toi, parce que c'est lui le saint, c'est pas toi. Donc, ça veut dire que tu as des choses qui vont t'arriver que personne ne peut comprendre, que personne n'aura, et ça va tomber sur toi, parce que c'est à toi qu'on va l'offrir. Mais tu as aussi des choses mal qui vont t'arriver dans l'extrême. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que dès que tu fais une erreur, c'est comme si tu insultais tu vois, tout ce qu'il a fait de bien. Donc, tu auras aussi des coups durs, bien plus durs que les autres. Et ça, je l'en ai parlé dans mon livre en 2019, où je l'ai raconté, avant même l'histoire Booba, tu vois. Et où... Des choses horribles t'étaient arrivées? Bien sûr, dans ma vie, j'ai eu toujours des extrêmes, tu vois, des situations compliquées et des fois extraordinaires, des miracles qui se passent. Et ce métier-là, à ce moment-là, c'était un miracle. Et là, j'ai dit, OK, il faut que je préserve tout ça parce que qu'est-ce qui va m'arriver demain matin? Tu sais, tu arrives tellement à ce moment où tu te dis, putain, c'est puissant ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui va m'arriver demain matin? Et là... Parce que forcément, ça ne peut que retomber plus bas. Ouais, tu te dis, il faut que je préserve ça. T'as pas eu peur de te dire que c'est peut-être un peu illégal? Si, justement. Oui. Et donc, j'ai cherché qui régulait cette pub. Et là, je trouve sur Internet l'ARPP, donc l'autorité qui régule la publicité, tout ça. Et donc, je dis, OK, je vais aller les voir, je les contacte. Et quand je les contacte, je leur dis, mais voilà. t'as pas peur qu'ils te disent, attends, vous n'avez pas le droit? Bah si, mais je suis obligée de savoir si ce que je fais, c'est pas légal. Donc, je les appelle et je leur dis, voilà, je suis Magali Berda, j'ai créé une société, j'habite à Nice, Journée-Pain, et je sais pas si ce que je fais, c'est légal ou pas, et je sais pas comment je dois le faire. Et j'ai découvert un nouveau truc, là, quoi? Et donc, ils me donnent rendez-vous. Ils me disent, on a entendu parler de vous, on vous suit, on regarde, effectivement, c'est un nouveau phénomène, on étudie, etc. Et ils m'ont accompagnée, et là, ils m'ont dit, écoute, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle dans ce que tu fais, c'est pas illégal. Mais il n'y a pas de règle. Il y a un vide juridique autour de tout ça. Donc, si on peut te donner un conseil,
prends les règles de la publicité. Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut annoncer au consommateur que c'est une publicité. Alors, j'ai dit, OK, donc comment je dois faire? Ils m'ont dit, tu dois marquer publicité. OK. Donc, j'ai dit à mes influenceurs, et ça, c'était dès donc, fin 2016 ou début 2017, marquez sur toutes vos pubs hashtag sponsorisé. Et donc, nous, on est la seule agence, et c'est pour ça que ça a été très dur pour moi d'être attaquée là-dessus, parce qu'on a été la seule en 2017, et preuve à l'appui, je vous invite à qui que ce soit à le chercher, à mettre hashtag sponsorisé sur toutes les publications, avant même toutes ces histoires de loi, etc. Parce que j'ai suivi à la lettre ce que me conseillait la RPP, et que d'ailleurs, il m'appelait le très bon élève. J'ai des messages où il me disait que j'étais vraiment la référence de la bonne conduite, etc. Puis quand Booba s'est mis sur mes côtes, ça a été très violent parce que je me suis dit, si les gens savaient la vérité, mais bon, c'est compliqué. Alors attends, avant Booba, donc tu fais ça, tu vas, du coup les animateurs, les présentateurs et tout, eux ils viennent pas, donc en fait tu restes sur ce créneau. Non, ils viennent, alors certains viennent. Ah quand même. J'ai récupéré des gens de TPMP, c'est comme ça d'ailleurs, j'ai fini chez TPMP, parce que du coup, je suis allée rencontrer je me suis dit, ok, pour avoir des gens qui vont pas... Enfin, je dois avoir l'anti-télé-réalité, et donc là je suis partie chez TPMP, à l'époque c'est TPMP qui tapait sur la télé-réalité tout le temps, donc du coup j'ai rencontré des personnalités, des chroniqueurs de TPMP. Comment ? J'ai demandé les numéros à gauche, à droite, tu sais, après ça va vite. culot, tac, tac. Tu sais, dans ce milieu, quand il y a de l'argent, bizarrement, les numéros se trouvent facilement. À ce moment-là, j'ai ramené quand même beaucoup d'argent, donc du coup, j'ai trouvé les numéros très rapidement. Et les gens tout le monde me répondait. Parce que, attends, pardon, ton système, c'était que donc un système classique d'agent. La marque te payait à toi et tu reversais. Exactement. Et tu prenais ta commission. Exactement. Et tu prenais combien à l'époque, c'était entre 20 et 30. D'accord. Voilà. Ok. Ce qui se fait aujourd'hui dans toutes les agences de France. Et quand c'était du produit, juste tu faisais pas, c'était que de l'argent. Ouais. C'est-à-dire du gifting, tu parles. C'est-à-dire que quand ils offraient des produits aux influenceurs sans rémunération. Oui. Je le faisais de temps en temps pour faire kiffer les influenceurs, si c'était des produits sympas. Tu gagnais rien, toi. Je gagnais rien. Enfin, potentiellement un produit. Et on le fait encore d'ailleurs, on donne des giftings aujourd'hui. Mais ça fait plaisir aux influenceurs sur certaines marques. Ça fait plaisir à certaines marques aussi. Donc, voilà. Oui. Ok, donc tu as tous ces gens-là. Ton agence grossit à Jouan-les-Pins. Ouais. Et donc, je prends 3 bureaux collés. Je me retrouve avec 3 locaux différents collés. On devient un monument à Jouan-les-Pins. Les gens viennent pour nous voir. J'ai mis d'une façade toute violette avec marqué Shona Evans. Tu voyais pas trop ce qui se passait à l'intérieur. Donc tu voyais les jeunes, les gamins qui venaient pour regarder, taper à la porte au cas où il y aurait pas une Nabila à l'intérieur. Tu vois, c'était où Julien Tanti, c'était marrant. Et c'est un phénomène. Et justement, Nabila, tu l'as eu? Ouais, bien sûr. En quelle année? En 2018, je crois. Oui, d'accord. Okay. 2018. Ouais. Ah oui, donc, oui, si. Jusqu'à 2022. D'accord. 4 ans. C'était la première un peu grosse que tu as eue? Non, la première grosse, c'était Jessica Thivenin. Ouais. Jessica Thivenin. Après, Nabila est iconique, c'est vrai. Ça. Et de toute façon, elle n'avait que vers toi, vers qui aller. Après, petit à petit, il y a plein de petites agences qui ont commencé à se créer. Tu vois, ça a vite évolué. Je ne suis pas restée seule longtemps. Au bout de quelques mois, quand ils ont compris qu'il y avait du business, c'est parti. Et tant mieux, parce que la concurrence fait partie de la bonne santé du marché. Donc, mais voilà quoi. Et toi, tu es toute seule? À ce moment-là, je suis toute seule et je me fais démarcher très vite. En 2017, par le groupe M6, par Stéphane Courby, par Arthur aussi, qui ont voulu racheter ma boîte. Et j'ai pris la décision de la vendre à Stéphane Courby. Aussitôt? Fin 2017, au bout de 2 ans. Tu n'avais pas envie de faire ça toute seule? J'étais dépassée, j'avais besoin d'être encadrée. Ouais, en fait, je sentais que là, j'arrivais sur un terrain qui était... je commençais à être tiraillée de toutes parts sur les réseaux sociaux. Je commençais à être je me faisais esquinter, quoi. Tu vois, c'était... C'est-à-dire? Parce qu'en fait, les journaux parlaient que de nous parce que, moi, j'ai pas de tabou avec l'argent. Et donc, pour moi, je trouve que c'est bien la réussite. En fait, quand tu évolues, quand tu fais quelque chose, il faut le mettre en avant, tu vois. Mais malheureusement, en France, c'est plus compliqué. Et donc, comme je me cachais pas et les influenceurs ne se cachaient pas non plus, et bien, sur quoi? Sur leur somme? Sur ce qu'ils gagnaient, et puis les marques parlaient. Puis après, ça va fuite très vite. Les journalistes ont commencé à mettre le nez dedans. Et combien vous gagnez? Donc, ça fait des articles. Et ils gagnent tant. Et puis, la personne au-dessus de tout ça, c'était moi. Donc, du coup, si tu veux, j'ai intéressé plein de gens différents, des bonnes, des mauvaises. Et je commençais à avoir plein de problèmes divers de gens qui
te tapent dessus parce que, tu sais, quand tu réussis à faire quelque chose, forcément, les gens te tombent dessus. Puis après, des problèmes de sécurité aussi, de raquettes, tu vois, de choses. C'était très, très gros. Tu vois, moi, j'ai une boîte, au départ, on l'a lancée. Je crois que la première année, j'ai fait 800 000 € de chiffre d'affaires. La deuxième année, j'ai fait 8 millions d'euros. Ah oui. La troisième année, je crois qu'on a fait 17 millions. Tu vois, et ça ne cessait d'augmenter. Donc, et à un moment tu donné. recrutais ? Ouais, bien sûr. Et à un moment donné, je me suis dit, si je suis pas entourée, je vais exploser. Ouais. Et puis j'étais mal entourée. Tu vois, à l'époque, j'avais un comptable qui était, je pense, même pas adapté à mon évolution. Et du coup, on a mal déclaré nos impôts. Donc, du coup, ça m'a valu en contrôle fiscal et en redressement de là, tu vois. Alors que moi, à la base, je dis, je dois signer où ? Oui, tu vois, parce que pour moi, c'était magique, tu vois. Et donc, je pense que vendre la société, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai pu faire. On l'a récupérée là. Aujourd'hui, elle nous réappartient, mon mari et à moi. Mais c'était. Mais t'as vendu quoi ? Pas 100% ? T'as gardé la majorité ? Non, j'ai fini par vendre 100%. T'as fini par vendre 100%. Ouais, mais j'avais signé En fait, je devais rester l'incarnation de la boîte, l'image de la boîte, et j'étais directrice commerciale. C'est moi qui animais la société, tu vois. Je la gérais plus. Mais t'avais vendu les 100% ? Ouais. Ah ouais. Bah oui, tout le monde croit que c'est. Et c'était pas difficile, ça ? Bah non, parce que j'avais comme un papa au-dessus de moi. Mais t'avais plus qu'un salaire ? Ouais. Et puis mes revenus d'influenceuse. Après, j'ai vendu quand même. Entre-temps, oui. T'as bien vendu. J'ai vendu quand même, mais tu vois, mais cette boîte, c'est mon bébé. C'est-à-dire que quand je l'ai vendue, ce qui m'a plu, quand je l'ai vendue à Stéphane Courby, c'est qu'en fait, il prend le contrôle de la boîte, il prend la gestion, c'est-à-dire tout ce que je n'aime pas faire. Et c'était ma boîte. C'était quand même, si tu veux, dans la tête des gens, c'était moi parce qu'il me laissait l'incarner médiatiquement. Il me laissait mon expertise, c'était l'essentiel de la boîte, tu vois. Et t'avais pas des comptes à lui rendre ? Ah bah évidemment, bien sûr. Oui, c'est ça. Évidemment. Mais ça se passait très très bien. Enfin, c'est il n'a pas essayé de te contrôler dans une direction ou dans une autre. La gestion, il te la contrôle complètement. La gestion. C'est-à-dire que je n'avais pas accès au compte bancaire. Non, recrute pas. Je savais même pas combien il y avait d'argent sur le compte bancaire. Ça me regardait pas. Mais je savais les chiffres d'affaires. Je savais je savais après les charges, les recrutements. Je donnais un peu mon avis en disant ça celui-là il est compliqué, celui-là il est top. Ils m'écoutaient, mais ils prenaient mon expertise, mais voilà, c'était eux qui décidaient. Mais ça me dérangeait pas parce que c'est le jeu. J'ai vendu. Enfin, je veux dire, sinon j'avais qu'à pas vendre, tu vois. Du coup, ils avaient mis un DG. Ouais. Et c'était qui ? Un PDG même. Hugues Dangy, il s'appelle. Et c'est celui qui avait créé Non-Stop People. D'accord. Et donc, il décidait tout dans la société. C'est pour ça que ça a été très violent pour moi aussi, parce que ça, je l'ai fait en 2018-2019. Ouais. Et quand j'ai été attaquée par Booba en 2022, j'ai été la cible de tout. Parce que, attends. Or, c'était plus ma boîte. Oui, mais Booba, il t'a pas attaqué. C'est dur. C'est comme si je t'attaque sur un... T'as vendu une boîte il y a 4 ans et je viens t'attaquer toi. Là, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Enfin, malheureusement, ça c'est pas. Je m'en suis très bien sortie, tu vois. Mais parce que Booba, donc attends, il y a eu cette histoire là, et moi j'aimerais bien que je comprends rien. Cette histoire de dropshipping là. Ouais. Le dropshipping, c'est de dire. Alors attention, parce que nous on n'est pas une agence de dropshipping. Hein. Pas du tout. C'est juste qu'on a eu des clients qui ont fait du dropshipping et on a eu des clients comme L'Oréal. Enfin, tu vois, mais comme TF1, j'ai envie de te dire, comme Amazon, tu vois. Donc TF1, ils font de la pub, téléshopping. Il y a des produits qui sont en drop et il y a des produits qui sont pas en drop. Tu vois. Le drop, c'est à partir du moment où tu n'as pas le stock, tu ne détiens pas le stock. Oui. C'est-à-dire que toi, et ça peut aider même des gens à créer la marque. Du e-commerce. Toi. Tu veux créer un site e-commerce, mais tu n'as pas d'argent. Oui. Faire du dropshipping, ça te permet d'ouvrir ton entreprise, de créer un site internet. Donc, tu crées ton propre site, tu passes un accord avec un fournisseur qui peut être en Chine ou ailleurs, et tu lui dis, voilà, moi, je t'achète pas le stock. Je vais te payer à chaque fois qu'il y a la commande. Et toi, le créateur, tu vas envoyer directement au client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la case stockage. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est ça, le dropshipping. Donc, le dropshipping, c'est pas du tout illégal. Et s'il est bien fait, il peut même être très bien fait, c'est pas un problème. Ça dépend juste des fournisseurs. Le problème, c'est que t'as des petits malins qui vont très vite et qui comprennent que c'est super. Tu te dis, ok, je monte mon site, je prends les commandes des gens qui payent leur tasse, mais sauf que je paye pas le fournisseur. Donc le fournisseur, il livre pas au client. Mais du coup, j'ai encaissé l'argent et je ferme le site. Voilà. T'as compris que c'est une grosse escroquerie. D'accord. Ça, c'est arrivé à tout le monde. À tout le monde, c'est-à-dire tous les influenceurs, je pense, qui ont fait une pub avec un dropshipper, ça leur est arrivé. Oui, mais ça, c'était toi qui leur fournissais les marques.
Ah mais bien sûr, mais alors il n'y a pas que nous. Hein. Alors nous, on a arrêté très vite le dropshipping. Parce que quand on s'est rendu compte, justement, et qu'on a compris qu'il y a des gens qui s'amusent à faire ça, Oui, t'as arrêté. on stoppe parce que malheureusement, il y a plus de mauvais que de bons. Donc les bons payent pour les mauvais. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, tu peux plus leur faire confiance. Le site, il est carré. Comment tu veux savoir que le mec, il est malhonnête, qu'il va pas livrer? Parce que le site, il est quali, il est dans les règles. Il y a les conditions générales de vente, il y a tout. Il est parfait, le site. J'ai la carte d'identité du gars, j'ai le cabis. Il est en France, la société est en France, donc le mec est là. Donc tu peux aller le retrouver. Bien sûr, mais bien sûr, évidemment. Il y en a que t'as retrouvé? Non. Ah. Mais certainement la police, oui, tu vois, après. Mais comment tu veux savoir, en voyant que ce site est clean, que le mec, en fait, il va pas payer le fournisseur pour livrer les colis? Tu comprends? Donc, tu as affaire à... Parce que c'est une marque pas connue. T'as affaire... Oui, mais alors dans ces cas-là, c'est-à-dire que tu empêches tous les gens de travailler et de créer leur site internet. Tu peux pas faire ça, parce qu'il y a des gens très bien aussi qui ont envie d'évoluer dans leur vie, qui ont envie de se lancer dans le business. Tu peux pas empêcher les gens de travailler non plus. Donc, c'est compliqué. Il y a bien des moyens de savoir si la boîte est Ah bah tout, et c'est ce que je te dis. solvable. Ah bah après, tu vas malheureusement te dire que là, ça fait plus de dégâts, parce que quand le mec, il encaisse et qu'il livre pas, t'as des gens, les pauvres, qui ont payé, qui ont pas reçu leur colis. Et donc là, tu te dis, alors qu'est-ce qu'on va faire? Puis quand tu regardes la proportion du plus et du moins, tu te dis, stop quoi. Ça y est, stop, on en a marre, parce que même quand nous, on met des règles, même quand on vérifie, même quand tu vois que t'as le mec qui est solvable, même quand tu as quand même des problèmes, donc stop. En 2021, nous, on a mis un frein, c'est-à-dire que les équipes de Banijé, donc de Stéphane Courby, ont mis un frein au dropshipping. En disant, OK, ça c'est drop, ça c'est pas drop, vous avez le stock. On veut la preuve. Oui, on veut le stock. On demandait la preuve. T'imagines qu'on allait jusqu'à demander des fois des photos, des vidéos, des entrepôts pour savoir si c'était en Europe et savoir s'il y avait des trucs. Donc nous, on avait déjà commencé à freiner ce dropshipping parce qu'on se disait, encore une fois, que c'est encore dommage. Parce que tu as encore quelque chose dans les mains qui peut être super, mais qui est Pénalisé par des cons, pardon du terme, des voleurs, tu vois, et qui du coup impactent aussi l'image des influenceurs, l'image de l'agence, etc. Donc on a stoppé. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, tu as plein de concurrents qui existent. Et ces concurrents-là, pour la plupart, des concurrents de notre agence, ouais. Eux, ils n'ont pas mis des règles comme nous. Donc du coup, le dropshipping, Continue. nous, on l'arrête, mais tu le vois ailleurs. Mais les gens, à ce moment-là, ils connaissent pas l'autre et l'autre et l'autre. Comme ce qui est plus connu, c'est toi donc qui c'est elle, parce que c'est... Et tu comprends, puis alors quand Booba est arrivé et qu'il a dit c'est tout elle, c'était tout moi. Mais en fait, c'était pas ça. Tu savais, il y a bien un moment où tu jamais t'as su. Bien sûr, si, puisqu'on a... Non, mais jamais t'as su qu'il y avait eu un moment, des petits machins, des trucs, dans la folie au début, tu passes de 800 000 à 8 millions. Ah non, mais alors moi, quand je suis passée de 800 000 à 8 millions, c'est ce que je te disais, c'est en 2016-2017, il n'y avait pas de drop. C'était pas à ce moment-là le problème. Le problème, il est né en 2020. Les problèmes, ils sont nés là, tu vois. Et puis après, tu as toujours des sites de merde. C'est-à-dire que tu as des sites à des meufs qui créent des marques qui sont bidons, qui sont pas de bonne qualité, tu vois. Et tout ça, ça se régule, en fait. Tout ça, quand tu crées un nouveau truc, quand j'ai envie de te dire, comme dans tous les métiers, et ça a été comme ça dans l'histoire de toutes les entreprises, toutes les thématiques, le début, c'est le plus chaotique. Parce que tu apprends. Parce que tu découvres, parce que c'est là où tu découvres le vice des autres. Et donc, tu dois mettre des règles en place, etc. C'est ce qu'on a fait. Et je pense vraiment que on l'a quand même bien fait. Pourquoi on l'a quand même bien fait? Parce qu'il y a eu une enquête de la répression des fraudes sur notre boîte, une enquête de la police à cause de la plainte qu'a déposée Booba sur notre boîte. Et il y a eu des enquêtes de la répression des fraudes aussi sur d'autres boîtes. Et on est sorti nickel. Pourquoi? Parce qu'on a pu justifier à chaque fois. Voilà ce qu'on a fait. Voilà, quand on a vu ça, voilà les mesures qu'on a prises. Quand on a découvert ça, ce stratagème-là, ce vice-là, voilà les mesures qui ont été prises chez nous. Il a voulu... Tu comprends bien que lui, il s'en fout de gagner 100 000 € de plus sur du drop ou pas du drop. Oui. Alors, vraiment, il passe après. Mais on a fait des choses et on a pu les justifier. Si aujourd'hui, il y a eu des classements sans suite, si aujourd'hui, il y a eu des 0 € d'amende, 0 € d'amende chez Shona Evans, 0 malgré tout ce qui a été dit, tout ce qui a été 0 € d'amende après des enquêtes où Dieu sait que tout le monde aurait aimé nous mettre des amendes et tout le monde aurait aimé nous voir tomber. 0, c'est pas pour rien. C'est quand même, il faut reconnaître les choses. On avait pris des mesures, on a essayé de faire les choses bien. Et il y a des concurrents qui, eux, ont eu les amendes. Et alors, bizarrement, personne n'en parle. Mais moi, ça me dérange pas que personne n'en parle, je m'en fous qu'on en parle ou pas. Mais c'est là où tu vis un truc un peu injuste parce que tu dis, OK, pas cool. Mais alors, pourquoi tout le monde est tombé dessus? Parce que tout le monde a suivi le mouvement de Booba. Tout le monde a suivi le mouvement de Booba. Et alors, la question, c'est pourquoi Booba t'est tombé dessus?
Parce que je pense que ça a buzzé. Ça a fait Mais parler. pourquoi En fait, lui, quand même, ce qu'il a fait, il a fait une bonne chose. Non, on peut pas dire ça. Alors, je vais te dire quelque chose. Le cyberharcèlement... Ah non, non, je vais te dire quelque chose. Je vais dire... Je peux pas entendre qu'il a fait une bonne chose. Non, mais je parle pas de Pourquoi ? cyberharcèlement. Parce que tu ne... Non, attends, stop. Tu ne tues pas une personne pour faire une chose bien. Non, Tu vois non. Donc ça... Et puis alors, je vais te dire autre chose. Moi, j'ai vu une interview de Booba un jour. J'aurais aimé qu'on lui pose la question, c'est quoi le dropshipping ? Parce que pour te permettre de dire, moi, je veux créer une loi pour protéger les consommateurs, c'est que je connais mon sujet, c'est que je sais de quoi je parle. Il sait pas ce que c'est le dropshipping. Il a été accompagné par des collectifs, des trucs comme ça et tout, qui ont fait des trucs bien. Il faut lutter contre ça. Oui, il faut lutter contre ça. Mais lui, il savait même pas pourquoi il lutter. Tu imagines qu'un jour, il a fait un tweet où il a affiché un restaurant où je suis allée manger en disant... Vous êtes un site de dropshipping, vous êtes un site... Il regardait même pas. Pour te dire, il regardait même pas ce qu'il postait. C'est pour te dire qu'il s'en foutait de ce qu'il racontait. C'est pas son action. C'était pas son combat. C'était juste un moyen de détourner l'accusation de cyberharcèlement. En fait, si tu veux, j'ai déposé plainte en première contre lui. Il m'attaquait pas sur le dropshipping et les influenceurs au départ, moi. Il m'attaquait sur plein de trucs. Il m'attaquait sur mon physique, mes chirurgies esthétiques, des prises de parole que j'ai eues à TPMP dans des débats qui étaient importants. La toute première attaque, c'était ça. La toute première attaque, c'est une plainte que j'avais déposée contre un blogueur avec qui il était en conflit. Il a trouvé la copie de ma plainte, il l'a publiée, en laissant toutes mes coordonnées, etc. Après, la deuxième attaque, c'était mon visage refait et pas refait. Mon visage avant mes chirurgies, sur lesquelles j'avais une vraie souffrance parce que j'en m'étais exprimée dessus à TPMP. Oui, et puis et donc Cyril il a pris balancé. cette photo et il l'a publiée, c'était très humiliant. Après, il a fait une publication sur ma fille, sur un blogueur qui avait raconté qu'elle était allée en boîte de nuit alors qu'elle avait que 15 ans. Après, il a fait une publication sur Ilan parce qu'il avait été accusé, etc. Alors il a mis ça. Sur Twitter, hein, tout ça. Sur Twitter et sur son Insta, à l'époque, il avait encore Insta. Et ça s'arrêtait pas. Et là, j'ai déposé plainte. Et en fait, il y a une enquête qui a été ouverte parce que ça s'arrêtait pas. Et ensuite, un mois après, quand le Parisien a sorti qu'il y avait une enquête ouverte contre lui, et moi, je me taisais parce que déjà, j'étais plus en état de parler. Et surtout, la police m'avait dit, écoutez, dans une enquête, il faut nous laisser travailler. Donc, silence. C'est comme ça qu'on pourra travailler correctement. Okay. Donc moi, je disais Frustrant. rien. Et je pouvais rien dire. Mais il y avait une enquête ouverte. Et quand c'est sorti dans le Parisien et qu'il l'a su, alors là, il a publié quelque chose d'extraordinaire. C'était une feuille PDF avec marqué argumentaire MB. Et là, il y avait 7 points. Premier MB, point. Magali Berda. Ouais, Magali Berda parle de la chirurgie esthétique. Magali Berda défend Ilan alors qu'il est accusé d'agression sexuelle. Magali Berda laisse sa fille sortir en boîte de nuit. Donc c'est une mauvaise mère. Magali Berda, et dans le 7e point, il marque Magali Berda fait de la pub pour une box de bonbons. Et en fait, c'est, je pense, sa méthodologie. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris tous les points problématiques que tu pouvais trouver sur moi, sur Internet, comme tu trouveras sur tout le monde, hein, qui est public aujourd'hui. Hein, je pense qu'on a tous notre dose, mais qui n'était pas plus ni moins que les autres. Enfin, j'avais pas, moi, tu sais, on était en 2022, j'ai ouvert en 2016. Hein, donc, si j'étais la plus grande, enfin, ça serait sorti avant. Tu vois, on n'aurait pas attendu Booba, je pense, pour qui habite à Miami, pour savoir qu'il y avait un problème. Donc, ça allait. Tu vois, j'avais des haters, j'ai des gens qui m'aimaient, des gens qui m'aimaient pas, mais j'ai envie de te dire un peu comme tout le monde. Et quand il a tweeté sur tous les points. Le seul qui a eu vraiment un impact et vraiment des reprises et vraiment des retweets, c'était cette box de bonbons. Je comprends pas pourquoi. Bah parce qu'il y avait un vrai sujet sur les placements de produits. Mais box bonbons, pourquoi t'as pas le droit de faire la pub? Alors pourquoi? Parce que cette box bonbons, l'histoire, la polémique, c'était que, en fait, c'est un abonnement. C'est-à-dire que nous, on faisait de la pub sur une société qui existe dans le monde entier, qui est même vendue chez Amazon. Donc on n'était pas les seuls. Hein. Où la boîte, tu payes 1 € le premier mois et ensuite c'est 19,90 € par mois. Okay. Et tu reçois une boîte remplie de bonbons. Et tu reçois tous les mois une boîte remplie de bonbons sympas, des nouveaux bonbons, etc. Sauf qu'il y a des influenceurs qui, dans le brief, alors pas chez nous, d'ailleurs on a aussi été contrôlés là-dessus, on a pu le justifier, mais dans d'autres agences, et puis tu as des influenceurs qui disaient aux gens, c'est 1 € la boîte de bonbons, mais qui oubliaient de dire qu'après c'est un abonnement de 19 €. Donc, il y en a qui ont crié à l'arnaque. Bah, moi, je me suis fait avoir parce que j'ai pris une boîte de bonbons, on m'a dit que c'était 1 €, et en fait... Toi, en tant que consommatrice? Les gens qui râlaient sur les réseaux en disant « Mais moi, on m'a vendu une boîte à 1 € et au final, je suis prélevé 20 €. Donc, c'est les 1 € plus les 19 € du mois d'après. Tu vois, ils te prélevaient les 2 mois. Donc, ça faisait 20 €.
Mais sauf que moi, quand j'ai vendu, moi personnellement, Magali Berda, dans mes stories, moi, je disais, c'est un abonnement de 19,90. À toi, en tant que moi, en tant qu'influenceuse, j'avais pas de problème avec les gens qui me suivent parce que moi, je le disais bien, le brief. Mais t'en as d'autres qui le disaient mal. Et quand il a pubé ça, tous les gens qui ont eu des problèmes avec les bonbons, pas liés à moi, t'as compris, bah, ils se sont dit, putain, mais c'est elle alors, c'est à cause d'elle, les bonbons, machin, et puis toi, tu l'as mal fait. Et en fait, tout le monde a créé En fait, ils créaient des amalgames dans tous les sens, comme si j'étais responsable de chaque problème. C'est comme pour les CPF. Tu vois, les CPF, par exemple, un jour, il a trafiqué une interview de Bruno Le Maire, une conférence de presse. CPF formation, là. Exactement. Une conférence de presse de Bruno Le Maire où il a mis ma tête en haut à droite pour faire croire qu'en fait, Bruno Le Maire parlait de moi. Tu sais, comme tu as BFM et que tu parles, et tu mets la tête du prévenu en haut à droite, tu vois. Et Booba, il a fait ça. En fait, il a publié ça. Il a fait un montage. C'est un faux. Moi, Bruno Le Maire, il parlait pas du tout de moi dans cette histoire de CPF. Et donc, les gens, ah, mais c'est elle qui parle, Bruno Le Maire. Et là, ça repartait en cacahuète dans tous les sens, tu vois. Parce qu'il y avait un sujet sur les CPF, c'est la vérité. Il y a eu des arnaques dans les CPF, mais je suis pas responsable de ces arnaques. C'est pas moi qui ai créé cette arnaque, c'est pas moi qui enfin, Quel rapport, toi, les CPF? Parce que nous, on a fait des pubs pour des centres de formation. Ah. Et c'est vrai qu'au départ, au tout début, quand on a parlé des centres de formation, on disait, voilà, bah, ce centre de formation est agréé par le CPF. Mais nous, à partir du moment où le mec, il a le CPF, il est agréé CPF, déjà, c'est que l'État l'a contrôlé. C'est que déjà, l'État a mis un gage de qualité, tu vois. Donc, je vais pas contrôler le gars une deuxième fois. Et sauf que dedans, à l'intérieur de ces centres de CPF, tu en avais 10%. Il y a des formations, des centres de formation qui sont excellents, et heureusement qu'ils sont là. Mais là, c'est pareil que le dropshipping. Tu as 10% de mecs qui ont fait des arnaques parce qu'ils ont pris les CPF des gens et ils n'ont jamais fait les formations. Mais c'est pas moi, enfin, je n'ai rien à voir avec ça. Je peux pas être responsable. Tu vois ce que je veux te dire? Non, mais si, on peut se dire que tu peux être responsable de pas avoir triple-checké. Bah non, parce que je peux pas être meilleur que l'État, excuse-moi, sur les agréments CPF. Si le gars est agréé CPF, c'est qu'il est passé. Il devait pas l'être vraiment agréé, si. Ah si. Bien sûr. Tu peux pas utiliser les CPF des gens si t'es pas agréé par l'État. C'est pas possible. Donc je peux pas moi être l'enquêteur au-dessus. Enfin les gars, je peux pas porter la casquette de tout. Je peux pas être la policière, je peux pas être juge, je peux pas. Il y a un moment donné, c'est pas parce que nous on fait de la publicité. Nous on s'assure que le mec est en conformité. Il est en conformité puisqu'il est agréé CPF. Il a les agréments. Tu vois, c'est pas des... Mais après, tu peux pas être... Attention, hein, nous, les centres de formation avec qui on a travaillé, je crois que sur 500 centres de formation, je crois qu'il n'y en a que 2 qui ont été épinglés. Hein. Le reste, on n'a jamais eu de problème. Moi, j'ai des clients qui ont pris des CPF, qui ont fait des formations, et il n'y a jamais eu de souci. Mais si tu veux, du fait que Booba, il ait fait ses montages, ses trucs, et machin, etc. Et alors là, tu as les journalistes qui ont dit « Ah, bah alors, il y a un sujet CPF, on va y aller, on y va. » Et tu avais les médias qui s'y mettaient parce que ça faisait tellement tweeter, ça faisait tellement parler parce que c'était un sujet de société. C'est la vérité, tu vois. Et à ce moment-là, Stéphane Courby, il dit quoi? Il fait quoi? Ah, pas grand-chose. Bah, je pense que tout le monde était un peu dépassé par les événements. Donc, mais il te voit te faire harceler, il dit rien? Bah, écoute, moi, j'ai à un moment donné... Parce que t'étais dans les bureaux d'eux? Tu étais dans leur bureau? Ouais, mais à un moment donné, j'allais même plus dans les bureaux parce que j'étais chez moi enfermée dans une chambre. Oui, mais avant ça, quand t'es avec lui... Bah, c'était surtout Hugues avec qui j'étais en contact moi tous les jours. Donc le DG de la boîte qui était là, bah, je leur ai exprimé ma souffrance profonde. Mais quand t'as vendu, t'as dit « je viens à Paris ». Ah oui, j'ai déménagé, je suis venue à Paris. Parce que t'avais vendu à ce moment-là. Et donc là, t'es dans les bureaux, dans la Neuilly ou je sais pas. Non, on était dans le 8e. Dans le 8e. Tous les jours, tu vas au bureau. Ouais. T'as Hugues qui est là, t'as Stéphane Courby qui est pas loin, j'imagine. Ouais, il avait des rendez-vous tout le temps. Il était très loin, lui, mais bon, voilà. Mais bon, il peut être là, quoi. Ouais. Et tu fais des réunions avec Hugues régulièrement? Ah non, mais j'ai appelé Hugues, enfin, il a vu ma détresse, enfin, il a vu ma souffrance. Et lui, il dit pas à un moment, stop, on appelle... On était dans un meurtre, enfin, moi, mon cyberharcèlement, et je pense que la France entière s'en souvient. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne de 15 ans à 80 ans qui ne connaît pas le cyberharcèlement que j'ai vécu. Tu vois, c'était lunaire, quoi. Mais à ce moment-là, je pense que tout le monde regardait une destruction... c'était un meurtre organisé pour moi, tu vois. C'était jusqu'à ce que je meure. Et ben justement, Hugues, il fait rien. Bah, c'était compliqué. Ouais. Et t'as pas dit à un moment, je m'en vais, je démissionne? Tu pouvais démissionner? T'avais pas? Alors, moi, je suis allée faire autre chose. J'ai dit, à un moment donné, soit je pars, j'arrête. Mais t'avais pas envie? Non, parce que c'était du gâchis pour moi. J'avais créé un bébé qui était extraordinaire, tu vois. J'avais créé quelque chose de... J'étais tellement fière de ce que j'avais créé.
C'était, voilà, moi, je suis une fille, je viens de rien. Enfin, ma mère, elle est femme de ménage. Tu vois, j'ai vécu dans des trucs, des situations dramatiques. Enfin, mais comme beaucoup de Français, je veux dire, je viens de rien, ok. J'ai eu des problèmes, j'ai une condamnation, j'ai un casier. Enfin, je veux dire, et tu imagines, j'arrive à. Pour moi, c'était. Vous voyez, on peut y arriver. C'est pas parce que vous avez fait des conneries, c'est pas parce que vous êtes. On peut sortir de la merde. Excusez-moi du terme, c'est vulgaire si on sort les doigts du cul. Enfin, je veux dire, si vous vous levez le matin, si vous y croyez, si vous abandonnez pas, on peut faire quelque chose de votre vie. Ne croyez pas que vous êtes condamné à être dans la merde. Ne croyez pas que vous êtes condamné à être par terre avec des problèmes, des trucs. C'est pas grave. T'as un casier, t'as fait de la merde. C'est pas grave. Lève-toi. Vas-y, avance. Et pour moi, c'était ça ma vie, tu vois. C'était une fierté pour moi de dire je suis pas parfaite. Je suis loin d'être tout ce que tout le monde a voulu me faire passer. Je suis loin de tout ça. Je suis juste une fille qui, à un moment donné, a dépassé ses limites, s'est battue et a dit j'abandonnerai pas, je lâcherai pas. Et j'ai fait ça. Je suis partie voir Hugues et Stéphane Courby et je leur ai dit voilà, la boîte aujourd'hui, elle est KO. Moi, je vais me battre. Avec mon mari, on va se relever. Je veux pas qu'elle meure. Je veux pas la laisser mourir, je la laisserai pas mourir. Donc, rendez-la nous. Rendez-la nous, laissez-nous gérer, laissez-nous faire. On va la relever, on va se battre. Ils voulaient plus en entendre parler. Non, c'était fini, tout le monde baissait les bras, c'était fini. En fait, tout le monde avait peur déjà de se prendre Booba. Déjà, je pense que c'était la première chose. Personne ne voulait avoir Booba sur les côtes. Et je pense que, voilà, tu vois, et moi j'ai dit, je vous laisserai pas la fermer. Mais vous génériez du cash encore? Non. Il n'y a plus rien. C'est une catastrophe. Parce que plus personne ne te faisait confiance? Non, parce que dès qu'on avait un client, Booba, il les attaquait. En fait, si tu veux, dès qu'on faisait une pub, Booba avait trouvé le catalogue de mes influenceurs, il l'a publié sur Twitter. Déjà, il les a tous affichés. Donc, tous mes influenceurs se sont fait défoncer. Donc, tous. Ils ont arrêté de travailler avec toi? Donc, ils avaient peur parce que personne n'a envie de déterrer ses casseroles. Tout le monde a des casseroles. Tu crois qu'on est parfait? Personne n'est parfait. Donc, personne n'avait envie de tomber dans cet engrenage. Et pire, après, il s'en est pris à mes marques. Et puis, c'était du chantage sur Twitter. C'est-à-dire qu'il a attrapé, par exemple, un jour Ayem. Il lui a dit, si tu te désolidarises pas, je me mets sur tes côtes. Nabila aussi lui a fait. À plein. Si tu pars pas là, j'ouvre un nouveau chapitre sur toi. Ça commence maintenant, là. Donc, si tu veux, les gens étaient terrorisés parce que les gens, ils ont souffert pour arriver là où ils en sont. Chacun a ses souffrances, chacun a sa vie, tu vois. Donc, t'as pas envie de tout perdre, même si tu m'aimes, même si je t'ai fait gagner une tonne d'argent. Quand tu as un enfant à nourrir, à un moment donné, et je peux le comprendre, tu vois, tu peux pas reprocher ça. Donc, et puis après, il y a eu les marques. Vous travaillez avec Magali Berda? Allez hop, on va se mettre sur vos côtes. T'as fait une pub avec elle là aujourd'hui? Allez hop, on l'affiche sur Twitter. Cette marque-là travaille avec Magali Berda. Allez, on y va. Let's go les amis, déchirez-les. Et donc, tu voyais des milliers de commentaires partir sous des marques sur les comptes Instagram, des marques qui hop. Il y a même une cliente à moi, ils ont mis le feu dans sa boutique. Ils sont partis mettre le feu dans son magasin parce que Booba l'a affiché en disant que c'était ma cliente. Ils sont partis mettre le feu devant son magasin. C'est dur. Et donc là, tu as les marques qui t'appellent, qui disent « Mac, je t'aime. Pardon. Mais je peux plus. Je peux pas tuer ma société. Il est en train de me tuer ma société. » Et il faisait 3 tweets. Hein. C'était un enfer. Alors imagine, tu vois, c'était... Et moi, j'étais là. Et tu recevais que des appels. Pardon, mais je pars. Pardon, mais je pars. Et puis du jour au lendemain, tu te retrouves avec 0 parce que tu n'as plus de clients. Et tu as des influenceurs qui ont payé pour les 3/4, pas tous, mais les 3/4, avec un minimum garanti. C'est-à-dire qu'on avait des contrats où on devait s'engager à leur donner tant minimum par mois, ce qui marchait très bien depuis 6 ans. Hein. Mais quand tu dois donner, je te dis une bêtise, 30 000 à quelqu'un, à la fin du mois, tu as encaissé 2 000. Tu les payes pas. À un moment donné, tu n'arrives plus. Et là, c'est une catastrophe. Et donc là, Banijé, ils ont dit, OK, on arrête. Faut arrêter, il faut liquider. Ça, c'est en quelle année, ça? C'est c'était fin 2022. Donc le gars, il rachète. Ça a commencé début 2020. Il rachète en 2018, ouais. Et donc 4 ans après. Et là, moi, je dis, non. C'est non. Je veux pas. Je dis, si vous faites ça, tout ce qui me reste aujourd'hui, j'ai même plus de dignité. J'ai plus rien. J'ai plus d'amis. J'ai plus rien. C'est-à-dire, j'ai plus rien. J'ai que cette société. Je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est mon âme, quoi. Je ne veux pas. Vous pouvez pas me faire ça. Pourquoi tu t'es pas dit, OK, on la kill, j'en remonte une? Parce que ça donnait raison à tout le monde, parce que tout le monde pensait que, en fait, qu'après, on pouvait plus payer les gens, qu'on voulait se barrer, qu'on allait s'enfuir. On m'avait dit, oui, elle s'est partie. J'ai même des influenceurs qui m'ont dit, on le sait que tu vas t'enfuir en Israël, te cacher là-bas. J'ai dit, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Je suis en train de pleurer dans mon lit, je suis en train de crever, les gars, vous voyez pas? Vous le voyez ou vous le voyez pas? C'est pas assez public, en fait. Mon humiliation n'est pas assez forte. Je dis, mais quand même. Et en fait, je ne voulais pas donner raison à tout ça. Et j'ai dit, je ne lâcherai pas. Je vais me battre. S'il vous plaît, je vous en supplie, je veux pas. Mettons-la en redressement. Mais pas du tout. On n'y croit même pas au redressement. Alors, rendez-la nous. Rendez-la moi. Et tu t'es dit que tu arriverais à lui redonner une image propre. Je savais même pas. Mais tu voulais pas la killer. C'était comme ça. C'était dans ma tête. Et tout le monde m'a dit, tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Dans 3 mois, t'es morte. Et attends, pardon, donc tu étais directrice commerciale, tu prenais juste un salaire, tu n'avais pas un earn-out, un complément de prix, un truc? Ah bah si, mais du coup, je prenais plus rien parce qu'il y avait Oui, plus, voilà. Mais il y avait quand même un... Oui, ok. Ouais, bien sûr. Ok, donc là, t'es avec... Bah du coup, je demande à mon mari, je lui dis, écoute, je t'en supplie. T'es toujours toute seule Avec mon mari. Heureusement que, voilà, et que j'ai mon mari avec moi. Qui, lui, initialement, fait quoi? Oh bah rien, Stéphane, il a tout fait comme moi. Il était un bon commercial, un travailleur. Et du coup, mais il bossait avec nous, hein. Il était là, il bossait dans la boîte. Non, parce que je l'ai rencontré en 2019. D'accord. Et donc, j'ai divorcé, je me suis mariée avec lui. Ah, c'est pas le père de ta fille? Non. De mes filles, non, j'ai 3 filles moi. Et en fait, c'est mon 2e mariage. Et donc, il m'a pas lâché, quoi. C'est le seul. Et je lui ai dit, je t'en supplie, je veux pas. Et donc, il m'a dit, écoute, ok, on y va. Et tout le monde... On y va, on reprend sans trop par quoi on commence. On savait pas. C'était horrible. Et puis personne. Il y avait plus personne. Attends, mais donc, Courby, là, tu lui dis, bon, redonne-la moi. Je lui ai dit, redonne-la moi. Gratos, quoi. Ouais, de toute façon, qu'est-ce que tu veux... Non, mais oui, mais... J'ai dit, redonne-la moi, je vais la sauver, je vais me battre, je vais prouver, je veux me battre. Et il a accepté. Il était pas obligé. Il a accepté, on a signé un accord, il nous l'a rendu. Et ensuite, on a demandé... Et vous avez fait une communication presse pour dire, je m'en... Alors, c'était marrant parce qu'on a fait une interview croisée avec Hugues dans le Parisien, et où j'ai expliqué donc aux journalistes du Parisien, bah voilà, moi, c'est une survie pour moi, c'est une raison de vivre pour moi. Aujourd'hui, c'est mon seul combat, il me reste plus rien. Donc, si j'arrive à... En fait, c'est juste pour moi, là, aujourd'hui, si je récupère cette société, c'est une façon de continuer à vivre et de me donner une raison de me lever le matin que je n'ai plus du tout. C'est-à-dire que je n'ai plus que envie de mourir. Donc, voilà. Et Banijé me laisse vivre en me rendant cette société qu'ils ont acheté plusieurs millions d'euros quelques années avant. Et ils sont d'accord et je les remercie pour ça et c'est cool. Il te reste plus de sous de cette Alors, il n'y avait plus rien. Ah bah non, attends, parce qu'il y a les impôts qui sont passés et tout, donc c'est compliqué. Et donc du coup, mais bon, j'ai acheté une maison, j'ai acheté... Enfin, tu vois, oui. Quoi. Et là, à ce moment-là, le lendemain, donc le Parisien sort. Et c'était tellement humiliant. Et moi, j'étais fière de l'annoncer. J'étais, oui, je vais me battre. Et là, je vois Banijé vend Shona Evans à 1 euro symbolique. C'était humiliant. Alors qu'en fait, c'était pas ça l'histoire du tout. Et j'ai dit, mais pourquoi? J'ai appelé le Parisien. Sauvé son cul. J'ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous m'avez humiliée comme ça? Je lui dis, je vous rendez compte? Enfin, c'est honteux. Je dis, vous m'enfoncez encore comme ça? Je dis, ça y est, stop. Et je pleurais. En fait, il y avait... Tout était fait pour... tu vois, c'était lunaire, quoi. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas grave. Donc, la communication qu'il y a eu au départ, c'était Banijé s'est débarrassé du bébé, tu vois. Alors qu'en fait, c'était pas ça du tout. C'était moi qui leur ai demandé, les gars, je vous en supplie. Oui, mais quelque part, ils étaient contents de s'en débarrasser par rapport à l'image. De toute façon, ils voulaient pas rentrer en combat avec Booba, parce que si... Je pense que tout le monde avait peur qu'à un moment donné, ça pète en disant... Ah tiens, c'est peut-être pas elle, c'est peut-être lui, Donc finalement, on va se mettre... Mais comme Booba, son combat, c'était pas les influenceurs. C'est là où je te dis que je peux pas laisser dire que c'est un beau combat parce que c'était pas les combats des influenceurs. Pourquoi? Sinon, il aurait affiché les agences qui ont été condamnées par la répression des fraudes. Tu vois ce que je veux te dire? Il a pas affiché le gérant de la boîte, qui gérait la boîte depuis 4 ans. Pas depuis 2 ans, pas depuis 6 mois, depuis 4 ans. Il a pas affiché le gérant. Hein. C'était moi qui voulais, c'était ma peau qui voulait faire. Donc si tu veux, je savais que... C'était pas son combat, les influenceurs. Son combat, c'était Magali Berda, c'était pas les influenceurs. Sinon, il aurait affiché les bonnes personnes. Et je parle pas de Banijé, parce que pour moi, Banijé a mis des règles en place. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est sorti clean, parce que Banijé a fait une gestion propre. Mais il aurait affiché d'autres personnes dans le monde de l'influence qui ont fait des horreurs, qui ont été condamnées, et il les affichait pas. Ça l'intéressait pas. C'était encore moi de raconter si j'avais une cystite ou pas une cystite. C'était moi de dire si j'avais une relation sexuelle avec un tel ou un tel. C'était moi de dire j'avais la jambe tordue et pas tordue, et de faire des montages avec de moi en fauteuil roulant. Tu vois, c'était moi, quoi. C'était pas les influenceurs, son combat.
Donc, c'est là où, quand les gens me disent « Il a réussi à faire quelque chose », j'ai envie de te dire « Non, je peux pas lui dire merci. Excusez-moi, j'ai participé à la création de ce métier. Je ne peux pas lui dire merci. » Et alors, justement, tu participes à la création de ce métier et ce métier t'écrase, quoi. C'est un peu une sorte Mais crève pas. Regarde, aujourd'hui, je suis en face de toi. Regarde, 1 an après, tu sais, alors voilà. On a mis le redressement en place. On a eu cette procédure de redressement qu'au départ, on ne voulait pas nous donner. Le juge du commerce a dit non. Et là, on a demandé un délai pour refaire le dossier. On a eu 15 jours de plus. Donc là, c'est quoi? Avocat Avocat et machin et trucs. Et puis, finalement, on a eu l'ouverture de cette procédure de redressement qui a duré donc 12 mois. Et tu es en période d'observation où là, ils te disent « Ok, les dettes de la boîte, on les gèle. Elles sont pas perdues, hein, elles sont gelées. Tu devrais les rembourser un jour. Travaillez pendant 1 an. Non, vous n'avez qu'1 an. Au bout d'1 an, on verra si vous êtes capable de créer du bénéfice. Si vous refaites du bénéfice, on va se servir du bénéfice pour payer cette dette. Si vous refaites pas de bénéfice, ben on vous liquidera. » C'est ça un redressement. Et donc, pendant 1 an, on n'avait plus rien. En plus, on ouvre le redressement. Je suis en plein procès de cyberharcèlement avec les 28 cyberharceleurs. Donc, pendant 3 mois, je suis au tribunal. De ceux de la communauté de Booba. Voilà. Et donc, je ne peux pas travailler. Parce que quand tu es au tribunal du matin au soir, tu n'as pas le droit d'avoir ton téléphone, etc. Donc, je crois que l'administratrice judiciaire, à l'époque, a demandé, je crois, 2 ou 3 fois la conversion en liquidation. Hein. Et j'ai vendu des affaires à moi pour faire des apports dans la société, pour la tenir, parce qu'il faut que pendant la période d'observation, tu payes tes charges en cours. C'est la loi. Si tu payes pas tes charges en cours, tu tombes. Vous avez combien de charges mensuelles? On avait, t'imagines, au départ, on a commencé, on avait 30 salariés, je crois, 30, ah oui. 40. Ah ouais, on a dû... Attends, mais quand t'as repris la boîte? Il y avait, quand on a pris la boîte, il restait 25, ouais. Ouais, 25. Quand t'as gardé? Bah non, aujourd'hui, on est 12. Mais et là, on remonte bien. Mais pourquoi t'en as gardé même 12? Parce que vous étiez que 2 et parce qu'il fallait parce qu'il fallait quand même, on avait besoin de gens et puis on voulait pas virer nos salariés, quoi. Je veux dire, c'est une famille. Enfin, tu vois, tu te rends compte que ça a coûté l'emploi, son histoire à Booba, ça a coûté l'emploi de plein de gens, quoi. Tu vois, c'est pas drôle. Tu vois, c'était pas. Je voyais les gens qui s'amusaient, mais c'était pas drôle. C'était pas marrant. C'était une entreprise qui est en France, qui paye des impôts. Moi, Sean Evans a toujours été en France. Toujours été en France. On n'a jamais délocalisé. Même quand on a ouvert à Dubaï la filiale, on l'a laissé filiale de Sean Evans France. Tu te rends compte? C'est-à-dire qu'on a tout fait propre. C'est-à-dire que, et là, tu te dis, putain, mais t'as un mec qui est à Miami, qui paye pas d'impôts, qui te tombe dessus, alors que t'es là en train d'essayer de créer quelque chose en France. Tu vois, c'est pas juste. Les politiques, vous êtes où? Et ils me tapaient dessus aussi. Je dis, ah non, c'est pas possible. Tu vois, tu te dis, mais what, quoi? C'était dur. Et c'était dur. Franchement, c'était très dur. Et puis, écoute, on s'est saigné. On s'est vraiment saigné. Ça a duré 12 mois. Et donc, t'as remonté avec rien? Genre, t'as rappelé des influenceurs, bon, allez, on recommence. J'ai rappelé au départ des influenceurs à l'étranger. Ouais. Et j'ai dit, écoute, voilà, je suis Magali Berda, est-ce que tu veux travailler avec moi? Je peux gérer tes mails, je peux te proposer des trucs. Puis petit à petit, j'ai eu une idée, c'est de développer l'international et de dupliquer mon modèle économique à l'étranger. J'ai eu une bonne étoile, parce qu'à l'étranger, quand tu tapes mon nom sur Google... Y'a rien. Bah si. Ah. Tu vois Magali Berda, la reine des influenceurs, a fait condamner 28 personnes parce que c'est une affaire qui est mondiale, qui est la plus grosse affaire de cyberharcèlement dans le monde, je crois, en condamnation pénale. Donc du coup, ça a été relayé dans la BBC, sur Telegraph, sur Daily Mail, sur plein de médias, El Mundo en Espagne, partout. C'est ça qui ressort. Et eux là-bas, à l'étranger, ils m'appellent la reine des influenceurs. En France, ils voulaient plus. Ils m'appelaient l'ex-reine. Ils voulaient plus que je sois reine des influenceurs. Et c'est un titre qu'ils m'ont donné eux-mêmes, que je leur ai même pas demandé. Hein. Mais c'était paradoxal. C'était là où tu te dis, l'étranger avait une autre vision de ma carrière, tu vois. Et du coup, ça m'a redonné des idées. Quand tu dis l'étranger, c'est où? Partout. Angleterre, Italie, Espagne. Partout. Mais t'avais des gars qui parlaient ces langues? Ouais, j'ai trouvé des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux. J'ai passé des annonces. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui parle anglais, qui parle espagnol, qui parle portugais, qui parle roumain, qui parle turc, qui parle en arabe, qui parle en hébreu, dans toutes les langues? C'était et j'ai des gens qui m'ont aidé, des fans, pas des fans, mais des gens qui me suivaient sur les réseaux, tu vois. Parce qu'après, il fallait que tu trouves les marques de ces pays-là. Bah ouais, après, on a remis les mails, on répondait aux mails, on a récupéré des marques, etc. J'ai eu des bonnes étoiles. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu ce regain. Ce truc qui... ça se renverse, quoi, tu vois. Et du coup... Parce que tu t'es battue. Parce que je me suis battue, bien sûr. Cet international m'a redonné confiance en moi.
Et puis petit à petit, du coup, on a réussi à recréer du chiffre d'affaires, on a recréé du bénéfice, on a récupéré des influenceurs qui, quand ils ont vu qu'on retravaillait, nous disaient, écoutez, il y en a quelques-uns qui nous ont dit, c'est bon, ça va mieux, ok, je reviens. Donc hop, on a récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis aujourd'hui, on a réussi à sortir du redressement judiciaire. Au bout des 12 mois, ils nous ont dit c'est bon, le bénéfice est suffisant pour payer la dette de l'entreprise. Donc, let's go, on vous redonne votre autonomie et vous êtes sortis d'affaires, quoi. Depuis combien de temps t'es sortie d'affaires ? C'était 6 mars. C'est là. Ouais. Et en fait, aujourd'hui... T'as pas peur, là ? Non, je suis plus heureuse que jamais. Je suis très, très heureuse. Très apaisée parce que je me dis qu'on m'a rendu ce qu'on m'a volé et en mieux. Parce que j'ai appris plein de choses, malgré tout ça. J'ai appris plein de choses sur moi-même, j'ai appris plein de choses sur l'humain, j'ai appris plein de choses sur le stress, les priorités. J'ai appris plein de choses. Et donc, si tu veux, j'ai récupéré des influenceurs partout. On a des influenceurs en Argentine, au Brésil, on a des influenceurs en Allemagne, en Italie, et plein en France qui sont revenus nous voir. Toujours. Donc, c'est très télé-réalité ? Pas du tout, c'est télé-réalité et autres. Influenceur, maintenant c'est diversifié. Quelqu'un qui se lance sur Instagram devient influenceur. Voilà. Et aujourd'hui, on a, sur Shona, on a 102 influx en France. 102 ? Ouais, je les compte. Mais et ça fait plaisir parce que tu te dis, putain. Et quand j'ai commencé le redressement, tu sais, quand j'avais dit à Hugues, on va se mettre en redressement, il m'a dit, je te laisse pas 3 mois pour qu'elle soit liquidée, la boîte. Tu te rends pas compte. C'est la plus grosse erreur que tu fais. Même mes avocats. Ça sert à rien. Tu vas te mettre des problèmes en plus, parce que si tu reprends la boîte, si vous reprenez la boîte, c'est encore sur vous les problèmes, c'est encore ton nom qui va ressortir, c'est encore ça. Alors que si tu coupes maintenant, j'ai dit, mais je peux pas. Même cette dette-là, il faut qu'elle soit payée. Je peux pas arriver comme ça et dire, ciao tout le monde, c'est ce que tout le monde attend. C'est ce que tout le monde aurait voulu que je fasse pour pouvoir encore plus se la kiffer et dire, tu vois, on t'avait dit qu'elle était... Mais là, aujourd'hui, c'est de la contradiction. Et cette dette, c'était en fait la dette que tu devais aux influenceurs, leur minimum garanti par mois. Ouais. Et donc, ça a été remboursé. Ah là, on vient de sortir du redressement, donc il y a un plan de paiement qui est accepté. C'est-à-dire que le mandataire, c'est un mandataire maintenant qui s'occupe du paiement. Nous, en fait, on est prélevé, on paye tous les mois une échéance à l'administrateur judiciaire. Eux, ils récoltent l'argent. Et je crois que c'est 1 fois par an, ils vont distribuer et ils reversent à chacun son argent, quoi. Donc, et ça peut durer longtemps, comme ça peut être raccourci en fonction des rentrées de l'entreprise, de la réévolution de l'entreprise. Et surtout, nous, aujourd'hui, on demande en réparation du préjudice. C'est-à-dire que tout ça, aujourd'hui... Auprès de qui ? Auprès de Booba, évidemment. Et alors ? C'est en cours maintenant. Mais on est sur un préjudice qui est aux alentours des 30 millions d'euros. Le passif de la société aujourd'hui, je crois qu'il est quand même rabaissé à 3,5 millions, un truc comme ça. Donc, c'est largement suffisant pour payer le passif. Parce qu'heureusement qu'on s'est battu et qu'on a tenu le coup, tu vois. Mais c'était... aujourd'hui, il faut réparer tout ça. C'est une évidence. Puis le préjudice moral ne se répare pas. Il ne se réparera jamais. Non. Mais j'en attends pas d'argent là. Enfin, Non. Je m'en fous. Moi, si tu veux, tout ce que je veux récupérer, c'est mon honneur, tu vois, ma dignité, et c'est tout. Le reste, l'argent, ça se reconstruit, l'argent. Ça se refait, tu vois. C'est du flux. C'est ça. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir été un peu victime de, tu sais, quand les gens sont accusés coupables, présumés coupables, et qu'en fait, ils sont innocents, j'ai été blanchie, leur nom moi, est sali, quoi. J'ai été blanchie. Bien sûr, même ceux qui sont blanchis, qui reviennent de prison et on dit, en fait... Mais c'est très dur, parce que tu gardes une étiquette, parce que les gens qui t'aiment pas... puis, tu sais, après, tu as le discours des gens. Après, en fait, c'est facile, parce que tout le monde fait des raccourcis. Dès que tu as un problème avec quelqu'un, mais toi, de toute façon, tu es une escroc, toi, de toute façon, tu es une arnaqueuse. Tu as des clients, hein. Ouais, alors, si tu me fais pas ça, si tu me rembourses pas ça parce que je suis pas contente, parce que machin, etc., tu sais quoi, je vais appeler Booba, je vais machin... En fait, n'importe quel litige de la vie courante d'une entreprise devient plus gros qu'un litige d'une entreprise qui n'aurait pas été exposée comme nous, tu vois, dans ces conditions-là. Donc c'est chiant parce que... Mais ça fait partie du jeu et moi, je l'ai accepté maintenant. Je dis, c'est pas grave. Je relativise beaucoup aujourd'hui et je me dis, quoi qu'il, on peut me dire ce qu'on veut. Les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent me haïr, ils peuvent raconter. Je les vois, hein, tu sais, c'est toujours les mêmes qui papillotent toute la journée sur moi. Mais vous n'auriez pas fait 5% de ce que j'ai fait et vous n'auriez pas tenu 1% de ce que j'ai tenu. Donc, ils me dérangent même plus, ces gens-là. Tu vois. Et aujourd'hui, tu as toujours 100%? Tu es avec ton mari, vous avez... Ouais. Avec ton mari? Ouais, toujours.
Et t'as pas peur de te lancer dans une aventure avec ton mari, de peur de que ça reprenne? T'as confiance? J'ai vraiment plus peur. T'as plus peur? Franchement, non. J'ai plus peur. C'est-à-dire, j'ai De vraiment... pas grand-chose, de rien. Non. Je fais des crises d'anxiété, des fois, tu vois, de stress, de nerfs. J'ai du mal encore à canaliser mes nerfs, tu vois, où je me mets vite en crise d'angoisse, des trucs comme ça. Mais j'ai aussi beaucoup plus de moments maintenant où je me sens très forte et où ça m'atteint plus du tout. En fait, pauvre personne. En fait, si tu veux, les gens maintenant, quand je les vois se réjouir du malheur des autres, quand je les vois je me dis pauvre personne, parce que moi j'ai vécu un procès. Déjà, j'ai de la chance d'avoir vécu un procès, contrairement à beaucoup de victimes de cyberharcèlement qui ne le vivent pas. Et Tu l'as vécu parce que t'étais connue? Non. Je pense que... Non, je l'ai vécu parce que c'était une ampleur qui était incontrôlable. T'imagines, j'ai reçu 150 000 menaces de mort, de décapitation, mon adresse qui fuitait tous les jours, j'ai déménagé 4 fois en un an, on cassait mon bureau, on cassait ma voiture, enfin, on balançait l'école de mes enfants, ça prenait une ampleur où ça gênait même la société, tu vois. C'est-à-dire, imagine, la télé, on parlait tout le temps. C'était... Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas une autorité au-dessus qui peut un peu sévir Le problème de Booba, c'est qu'il était à Miami et qu'il venait pas à ses convocations. Et pendant 1 an, il venait plus en France. Donc je crois qu'il a eu un mandat de recherche à un moment donné, ou un mandat d'amener, un truc comme ça. Et les problèmes ont commencé pour lui quand il est allé au Portugal, à Afro Nation. En Europe. Et c'est là où il a été contacté par la police portugaise. Et donc c'est là où il a compris que ça commençait à être sérieux, parce que pendant 1 an, il venait plus. Il venait plus en France. Donc en fait, il continuait, et la police pouvait rien faire. Tu veux qu'il fasse quoi? Ils vont pas prendre un billet d'avion pour aller le chercher là-bas. Et c'est long, parce qu'il y a des procédures, il faut respecter les procédures. Donc ils ont dû ouvrir une information judiciaire pour nommer un juge d'instruction dans le dossier, qui a le pouvoir, lui, de faire des mandats d'arrêt, etc., ce que n'a pas, je crois, le procureur. Donc, en fait, il fuyait toutes ces convocations. Et c'était dur parce qu'en plus, il faisait, tu sais, des lives, par exemple, avec des députés qui m'accablaient toute la journée, alors que moi, j'étais là, que je me battais, que je faisais tout pour tenir debout, que j'étais ici, tu vois. Et j'étais accusée tout le temps, même avec des hommes crédibles, enfin pseudo-crédibles, qui pour moi vraiment sont des lâches purs et durs. Et ces hommes-là faisaient des lives avec Booba, alors qu'il était convoqué, en me jugeant moi. Des lives à quel sujet? Sur moi. C'était des lives, ils faisaient des lives tous les jours sur Twitter sur moi. Tous les jours. Et avec des équipes de personnes qui se mettaient sur mes côtes, ils avaient des comptes Telegram où ils balançaient mes infos, ils faisaient des avis de recherche sur tous mes dossiers perso. C'est des organisations, quoi. D'ailleurs, il y a 2 personnes qui viennent d'être placées en garde à vue, là, il y a 1 semaine, je crois. Grégory Zawi et une de mes anciennes assistantes. Pourquoi? Parce que ça s'arrête pas qu'à Booba, parce que Booba, il a fait appel à des gens. Même des gens au sein de ta boîte? Bien sûr. Qu'aujourd'hui, c'est toujours cette agence qui refleurit. Ouais. T'as une émission de télé, YouTube. YouTube. Tu fais des docus avec des politiques. J'ai repris. Voilà. Ouais. T'avais fait ça au début, t'as arrêté, t'as repris. En 2022. Et là, tu choisis n'importe quelle personne. Ouais. Et tu vis 24 heures, tu passes 24 heures avec. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai commencé ça avant cette affaire, avant Booba, et je me suis prise une passion des personnalités politiques. J'adore ça. Ils sont incroyables. Pourquoi? Je sais pas. Ils dégagent quelque chose d'incroyable. Ils sont pleins de vices, pleins d'intelligence, pleins de contradictions, plein de bonnes choses, plein de mauvaises choses, plein de... Je sais pas, c'est hyper excitant. C'est des gens qui sont... puis à la fois, tu t'aperçois que finalement, ils dégagent plein de fantasmes. Comme les influenceurs. Les gens imaginent tellement de choses que finalement... des influenceurs, d'ailleurs. C'est complètement des influenceurs. Et finalement, quand tu les découvres, tu t'aperçois que c'est des êtres humains, qui ont une famille, puis finalement, qui te disent un peu ce que toi, tu dis aux gens. Des fois, tu vois, je suis un peu... Et qui vivent un peu, finalement, comme tout le monde. Et puis, finalement, qui sont victimes eux-mêmes des fantasmes des autres. La politique, c'est incroyable. C'est un milieu qui est pire que les influenceurs, pire que la télé-réalité même. C'est pire que la télé-réalité, tu vois. Et donc, moi qui étais pas du tout... je détestais la politique. Je détestais ça. Et en 2022, j'ai découvert la politique et ça m'a passionnée. Et donc, je suis partie en immersion avec tous les candidats à la présidentielle et j'ai appris ce que c'était une élection présidentielle, ce que je ne savais pas. Je ne savais même pas il fallait 500 signatures. Je ne savais pas qu'il fallait que c'était les maires qui devaient leur donner la signature. J'ai tout appris et j'ai fait apprendre à ma communauté aussi, du coup, tout ça.
Et c'était cool. Et après, il y a eu Booba. Donc, ça m'a 15 jours après mon interview d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. C'était dur parce que les journalistes institutionnels qui s'intéressaient à moi, du coup, par rapport à mes interviews politiques, se sont du coup intéressés à mon dossier de Booba. Et là, alors, ils ont pris tout le mauvais, bien évidemment. C'est-à-dire que Booba était relayé tous les jours par les institutionnels. Le peu de journalistes qui ont eu le courage de dénoncer mon cyberharcèlement se sont elles-mêmes fait harceler par Booba. Je parle d'une de Mediapart et une du Monde. Fort, hein. Et Flora Gabali aussi avait été harcelée par Booba parce qu'elle m'avait défendu en plateau. Bref, c'était compliqué. Et puis quand là, j'ai repris ma force et que je me suis dit, ok, je suis là, les gars. Je suis là, je suis une survivante. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'avez pas réussi, quoi. Et tu les appelles, ils disent oui aujourd'hui, là? Ouais. Pas tous. Mais il y en a qui... Enfin, oui, il y en a. Ah oui, oui. j'en ai fait, bien sûr. Mais sans problème. Genre tout de suite, ah bah oui, bien sûr. Alors, t'as ceux qui n'ont pas envie de prendre le risque, d'avoir un peu de trucs. C'est là où je te dis qu'il y en a qui sont très, très lâches. Parce que ma situation est injuste. Mais ces mêmes personnes vont aller après te dire qu'il faut lutter contre le cyberharcèlement. Mais le cyberharcèlement, à la base, c'est le fait de... Et le cyberharcèlement scolaire aussi, c'est ça, hein, le cyberharcèlement, ou l'harcèlement tout court, c'est d'isoler une victime. Tu prends une personne, tu la rends tellement sale, tu la câbles tellement dans tous les sens, qu'elle devient sale, qu'elle devient infréquentable, et elle est seule au monde. Et tu peux pas lutter contre le cyberharcèlement, et du coup, pas en posture d'un politique, c'est-à-dire une personne lambda qui n'a pas envie, je le comprends, mais un politique, c'est quelqu'un qui doit avoir du charisme, et c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir peur. Mais tu dois pas non plus céder à cette pression et de dire « Non, elle n'est pas assez fréquentable pour moi, ça va nuire à mon image, on ne sait jamais, s'il me tombe dessus après, je ne me sens pas. » Alors que la personne ne te connaît pas. Et donc, et puis même, on va te dire, oui, mais elle a une condamnation, on ne pouvait pas fréquenter une personne. Mais dis-moi, combien de journalistes ont des condamnations? Combien d'hommes politiques ont des condamnations? Pourquoi moi? Quoi? C'est-à-dire, mais non, ils ont décidé que toi, tu n'étais pas fréquentable, tu vois. Alors qu'eux-mêmes, ils sont condamnés encore pire que toi, tu vois. Et c'est ça où je trouve ça... ils ont plus de pouvoir. Mais je m'en fous, moi, de leur pouvoir, parce que... médiatiquement parlant, je veux dire. Tu sais, je vais te dire, la plus grande puissance au monde, c'est la communication. La plus grande puissance au monde... Et à un moment donné, il y en a qui l'ont compris, c'est aujourd'hui les influenceurs. Et c'est pour ça qu'ils acceptent aussi beaucoup de jouer le jeu pour certains avec les influenceurs, c'est qu'ils sont malins, ils ont compris et ils ont raison. Ils ont raison parce que les influenceurs, c'est des vecteurs de com qui sont... C'est énorme. Mais c'est énorme, dans le monde entier, tu vois. Et j'ai compris ça, moi, quand ils ont tous accepté de faire la présidentielle avec moi. Je me suis dit, ah bah, nous aussi, on est puissants, les gars. On est puissants, et c'est vrai, on est puissants. Et je me dis... Leur puissance, elle ne m'impressionne pas. Elle ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est la façon dont ils ont de gérer des situations, tu vois, des fois dans le truc et tout. Et il y en a qui sont très intéressants. Et il y en a qui sont très, très intéressants. Et moi, je m'intéresse à la politique grâce à eux. Et donc, j'aimerais que les gens, lambda, s'intéressent à la politique pour ceux qui ne s'y intéressent pas pour ce qu'ils racontent, parce que des fois, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Parce que des fois, on découvre aussi des personnalités qui nous plaisent. Et du coup, on va s'intéresser à ce qu'il dit. Et puis petit à petit, finalement, je vais m'intéresser à la politique de mon pays. Et finalement, je vais aller voter. Et finalement, je vais m'intéresser à ce qui se passe au lieu de râler et d'aller faire des manifestations alors que je ne vais même pas voter. Tu vois, c'est pas normal. Non, tu vas faire une manif, tu dois aller voter. Sinon, tu manifestes pas. Parce que tu peux pas manifester si tu n'agis pas pour ton pays, en fait, déjà à la base, tu vois. Et moi, j'ai compris ça. Et avant, je le comprenais pas. Avant, j'étais capable d'aller dans les manifs, moi aussi, mais j'allais pas voter, je m'en foutais. Et en fait, j'ai compris, j'ai remis les choses en place en disant, OK, si déjà... je suis pas contente, j'ai le droit de manifester, j'ai le droit de pas être contente, j'ai le droit de le dire. Mais d'abord, il faut que j'aille voter, parce que c'est notre devoir, tu vois. Donc maintenant, tu votes? Ouais, maintenant je vote. Depuis quand? Depuis 2022. Ah, tu votais pas? Non. Et j'ai pas honte de le dire, parce que mon cas, c'est le cas de plein de Français. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que j'ai dit un jour à une journaliste qui m'avait prise de haut, elle m'avait mis minable chez Ruquier. Je lui ai dit, mais des gens comme moi, il y en a bien plus que des gens comme vous. Je dis, vous prenez pour qui? Vous êtes de bobos parisiens, pardon, je suis du Sud, mais vous êtes bobos parisiens, enfin, je veux dire, vous êtes chiants. Vous êtes lourd, vous êtes ennuyant, on vous aime pas, moi je vous aime pas, je vous comprends pas. C'est moi j'ai envie de fun, j'ai envie de rigoler, j'ai envie d'avoir des gens qui savent me répondre, qui savent me parler, que je peux comprendre. Si j'ai pas d'échange avec la personne, ça m'intéresse pas, tu vois. Et donc quand je fais mes immersions, je les fais d'une manière très légère, pas du tout en mode je suis journaliste parce que je suis pas du tout journaliste et je veux pas l'être. Oui, t'es en mode salut, je pose des questions, je m'intéresse. Ouais. Voilà, c'est ça. Et quel que soit le parti politique, je m'en fous. Alors c'est vrai que là en ce moment on me dit beaucoup mais elle fait que la droite. Ouais. Mais c'est pas de ma faute si beaucoup de gauche ne veulent pas venir chez moi. Non, mais du coup, bon. Tu vois, mais et j'aimerais faire la gauche. Tu sais, j'ai harcelé François Hollande qui m'a répondu. J'ai harcelé plein de monde. Enfin, il a dit non.
Bah, en fait, malheureusement, il y en a certains. Bah, attends, Bardella aussi m'a dit non, hein, tu vois. Mais beaucoup d'autres m'ont dit oui. Et là, j'ai des grosses surprises qui arrivent. J'en ai des très, 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 très gros T'as déjà tourné? ministres. Non, que je vais tourner, mais qui m'ont donné leur accord. Et ça va être, je pense, passionnant. Mais franchement, je pense que là, j'en ai une là sous le feu qui est aussi importante pour moi que celle d'Emmanuel Macron quand j'ai fait le président, parce qu'elle est surprenante déjà. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce ministre? Et en fait, c'est là où il y a tout un truc justement, et de dire que dans la vie, rien n'est perdu et que chacun a le droit à... Une deuxième chance. Ouais. Et dernière chose, on n'a pas parlé du tout de ce terme quand même, les influx voleurs. Mhm. Donc c'est le terme qu'a lancé Booba. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce terme? Je dirais que c'est un terme, encore une fois, pour... c'est pas bien de salir un métier. Il y a du bon et du mauvais dans tous les métiers. Il y en aura toujours. Donc, je trouve que cataloguer quelqu'un... Tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont eu des condamnations par la répression des fraudes. Ça fait pas d'eux des influx voleurs. Ça fait d'eux des gens qui ont peut-être pas été rigoureux à un moment. Ça fait d'eux des gens qui ont... Donc les influx voleurs, pardon, c'est ceux, pour le coup... c'est ceux qui faisaient du dropshipping, ils étaient au courant. Ok, alors dans ces cas-là, Amazon est un influx voleur. Dans ces cas-là, TF1 est un influx voleur. Non, mais ou alors c'est ceux qui utilisaient des crèmes et qui les utilisaient pas, mais qui disaient cette crème est géniale. Il y a eu de ça beaucoup. Mais ça, t'as des vrais influenceurs, t'as des influenceurs qui sont plus laxistes. Et ça, encore une fois, t'as des avocats qui font un dossier, qui le travaillent. T'as des journalistes qui font des dossiers, qui font des vraies enquêtes. Et t'as des journalistes qui se prennent journalistes, mais qui savent même pas de quoi ils parlent. Moi, j'ai été interviewée par des gens, ils savaient même pas de quoi ils me parlaient. Je le sais. Oui, mais tu vois. Donc, est-ce que quelqu'un derrière qui achète un produit à X euros Mais alors, déjà, oui, je suis d'accord avec toi, mais en soi aussi, répandre des fausses informations, répandre des mauvaises infos, ça fait beaucoup de dégâts sur une vie. Ça fait plus de... Moi, la vérité, je te dis entre toi et moi, je préfère acheter une crème à 39 € et avoir une crème que finalement j'aime pas plutôt que d'avoir des mauvaises informations qui détruisent ma vie. Si ta crème, elle te ravage la figure. Non, mais ça c'est différent. Ça, je t'en parle pas. Ça, c'est des cas extrêmes. Oui, moi, grâce à Dieu, on n'a pas eu nous, on n'a pas eu ce problème. C'est-à-dire que non, mais il en existe. Il en existe et il en existera toujours. Parce que malheureusement, ça fait partie de l'économie mondiale. Je veux dire, tu auras toujours des... Enfin, je peux pas, moi, Magali Berda, encaisser la responsabilité d'une entreprise qui va se créer, qui va faire une crème pourrie. Je veux dire... Alors, et surtout que moi, je peux la tester, elle peut rien me faire, elle peut me faire des trucs bien, et quelqu'un peut faire une très mauvaise réaction. Je peux pas anticiper ça. Comme plein de gens, plein de mannequins, plein de sociétés de com, ne peuvent pas anticiper ça. Alors, on peut faire le maximum pour l'anticiper, on peut faire le maximum pour être prêt, bien sûr. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais tu ne peux pas avoir la perfection. Ça ne pourra jamais arriver dans notre monde. Et ça n'arrive pas. Et personne n'est... Ça n'arrivera jamais. Il faut arrêter de croire que... Oui, alors, à partir de demain, il n'y aura plus d'arnaque, les gars. Dans le monde entier, il n'y en aura plus. Non, mais attendez. Celui qui dit ça, c'est qu'il croit au Alice au Pays des Merveilles. On n'est pas chez Disney. Mais on peut faire des choses, effectivement, pour les ralentir, les maîtriser, en faire le moins possible. Enfin, pas en faire du tout, c'est encore mieux, mais sans le vouloir. Tu comprends? À partir du moment où tu n'es pas dans la volonté de faire quelque chose... Si je te vends une crème et que je sais qu'elle est pourrie et qu'elle va t'arracher la tête, et que je te la vends, mais alors là, je te dis, mais la meuf, c'est un démon. C'est un démon. Mais si moi, j'ai pris cette crème, je l'ai testée, je te la donne et toi, tu fais une mauvaise réaction, je suis tellement désolée. Tu vois ce que je veux te dire? Mais attaque la créatrice de la crème, qui a peut-être pas suffisamment contrôlé ses composants et qui est peut-être responsable de tout ça parce qu'elle aurait dû être plus vigilante. Mais moi, pardon, tu vois, mais je peux pas encaisser la responsabilité, surtout que, c'est bon, j'ai pas fait de la pub non plus pour toutes les sociétés de la Terre, enfin, j'ai pas fait... Alors, dans ces cas-là, moi, j'ai toujours pris l'exemple non, les pizzas. Il y a eu une très grosse polémique sur les pizzas, qui avait, rappelle-toi, je crois qu'il y a eu des morts même, non? Sur ces pizzas, c'est Buitoni. Il y a eu moins de scandales autour du patron de Buitoni, alors qu'il y a eu des morts, que de moi, alors que ce que tu viens de dire, c'est que nous, dans notre agence, on n'a jamais eu un client qui a pris une crème, qu'on a pubé, et qui a eu des rouges, enfin qui a été défiguré, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé, les gars. Donc, s'il vous plaît, je veux dire, faut remettre tout dans son contexte. Et est-ce que tu repenses à cette année? Ça a duré une bonne année, 2 ans. 2 ans. Tu y repenses à ces 2 ans régulièrement? Tous les jours. Ah oui. Surtout que Booba, il en est à 18 fois de violer son contrôle judiciaire. Donc, ça commence à faire beaucoup, là. Tu vois, c'est-à-dire que là, il a plus le droit de rentrer en contact avec moi, il n'a pas le droit normalement de m'accrocher sur les réseaux sociaux, tu vois. Et il continue à tweeter, tu vois. Des fois, ça le démange. Ça te passe un peu? Ça te glisse un peu plus qu'avant? En fait, tu vois qu'à chaque fois qu'il tweet,
tu reçois encore des messages, des insultes, des trucs horribles, tu vois. Donc, tu as juste peur que ça recommence. Et tu dis, s'il vous plaît, je m'en suis sortie, je veux plus. Fatigue. Donc, Tu regardes encore? on t'alerte, t'envoie, forcément, tu le vois. ouais, Oui. malheureusement, Bien tu sûr, sais, les gens qui te disent coupe tes réseaux sociaux, c'est trop facile. Hein. Oui. Donc, c'est pas la solution, ça. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro de téléphone du cyberharcèlement? C'est le 30-18. Est-ce que tu préfères que cet épisode ne sorte pas alors que t'as été bonne ou qu'il sorte alors que t'as été très mauvaise? Je suis comme je suis, je m'en fous. Je sais pas si je suis bonne ou mauvaise. Non mais tu Mais préfères qu'il sorte alors que t'es mauvaise ou qu'il sorte pas alors que t'as été bonne? je préfère que ça sorte parce que même si je suis mauvaise, on est tous des fois mauvais et c'est pas grave. C'est pas. Franchement, que ça sorte. Merci Magali. Merci à toi. Bravo. Merci. Merci pour cette sincérité. Merci à toi. Oh, combien d'appels? Ah oui.